Et nous allons accueillir notre dernier orateur, le professeur Jean-Emmanuel Bibaud, qui est PUPH en radiothérapie à l'hôpital Georges Pompidou et qui va nous parler d'intelligence artificielle. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Donc effectivement, je suis en oncologie radiothérapie à l'hôpital Pompidou je vais vous parler d'un projet que l'on a mené il y a maintenant déjà 5 ans à l'université de Stanford où j'ai été postdoc durant quelques années. Alors, je vais vous parler d'abord de l'environnement physique et puis on finira à la toute fin sur l'environnement numérique, puisque là aussi il y a une certaine forme de pollution qui pourrait être l'origine d'une exposition, notamment des facteurs de risque de santé. Alors, si on parle de cancérologie, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que le principal facteur de risque de cancer, c'est avant tout l'environnement, ou en tout cas, on va dire les comportements également, et que finalement, les déterminants génétiques des cancers sont relativement faibles en termes de participation. Je vous remets cette publication qui a déjà 25 ans et qui le dit, et puis ça ne s'est pas démenti. Alors, évidemment, si vous avez une mutation génétique, vous êtes très à risque de cancer, mais si vous prenez l'intégralité des populations, le génétique est finalement assez négligeable sur le risque global. Et en fait, ce qui vraiment conditionne votre risque de développer un cancer, évidemment, c'est votre environnement et ce que les anglo-saxons appellent le lifestyle, c'est-à-dire vos comportements, ce à quoi vous vous exposez. Et donc, j'étais très content de voir la présentation de M. Barouki, qui était un de mes professeurs en première année de médecine, parler d'exposome, puisqu'en fait, cette présentation va surtout parler notamment d'exposome et de façon d'évaluer l'exposome indirectement. Alors évidemment, les politiques de santé publique sont basées sur les données épidémiologiques pour, par exemple, faire les campagnes de dépistage, adapter l'offre de soins, etc. Mais aux États-Unis, en tout cas à l'époque où on avait fait ce travail-là, et c'est encore le cas actuellement, et je pense que mon intuition me dit que ça ne va pas s'arranger, les données épidémiologiques sont assez mauvaises. Elles ne couvrent par exemple que 28% de la population pour le cancer, par exemple. En France, les données sont presque encore pires, entre guillemets, parce qu'on ne les a bien souvent, si vous voulez les avoir en tout cas en accès libre, facile, rapide, qu'à une échelle régionale ou départementale. Si vous voulez avoir beaucoup plus de détails, vous avez évidemment le SNDS, le Système national des données de santé, mais comme vous le savez sans doute, ça peut prendre un certain temps à accéder. Et malgré cela, ces données coûtent très très cher à recueillir, notamment par exemple aux États-Unis. Pour couvrir moins d'un tiers de la population, vous devez dépenser plusieurs centaines de millions de dollars pour avoir ces données-là. Par exemple, dans le cadre des recensements, c'est comme ça qu'ils font d'habitude aux États-Unis. Donc, vous avez d'une part des données qui sont lacunaires, des données qui coûtent très cher, et pourtant des données qui sont absolument primordiales pour décider des politiques de santé publique. Alors, on a regardé dans la littérature à l'époque ce qui existait. Il y avait ce papier fait par une équipe de Stanford, justement, qui s'était intéressé à l'évaluation de la pauvreté en Afrique à partir de données satellitaires. Donc, vous prenez des images satellites et grâce à un algorithme d'IA, une certaine méthodologie, vous arrivez à obtenir une estimation de la pauvreté en fonction des régions. Et ensuite, vous allez pouvoir, c'est ce qui est fait dans ce papier-là, dans Science, qui est une grande revue évidemment, envoyer des enquêteurs sur place pour vérifier que votre méthode fonctionne. Quelques années plus tard, 2 ans plus tard, une équipe toujours américaine, cette fois-ci, s'est intéressée à la prédiction de la prévalence de l'obésité aux États-Unis, uniquement à partir de données satellitaires, parce que vous savez que l'obésité, bah, c'est un fléau aux États-Unis, un vrai problème de santé publique. Ils ont des registres qui, comme je vous l'ai dit, couvrent un peu moins d'un tiers de la population, et donc potentiellement, ça peut être intéressant d'avoir une meilleure idée de ça avec un faible coût. Et donc, lorsque j'étais dans ce laboratoire à Stanford, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut utiliser des données qui sont donc pas chères, voire quasi gratuites maintenant, c'est-à-dire les données satellitaires, pour évaluer le risque, ou en tout cas, tout du moins, la prévalence du cancer de façon géographique relativement précise. Donc, d'un côté, en fait, on a récupéré les données de prévalence du cancer sur 7 des plus grandes villes américaines, ce qui fait à peu près 14 millions et demi d'habitants. Et ces données sont mises à disposition par le CDC, vous savez, c'est un peu l'organisme américain qui s'occupe de la santé publique et notamment du risque épidémiologique aux États-Unis. Et elles sont disponibles à une échelle spatiale, une résolution spatiale assez forte, hein, à peu près 6 000 à 8 000 habitants. Vous avez des zones comme ça qui sont prédéfinies et pour lesquelles vous avez la prévalence du cancer. Et en parallèle, on a téléchargé à peu près 700 000 images satellitaires standardisées en termes de colorimétrie, en termes de taille,
en termes de niveau de zoom, etc., etc. Et en termes aussi, évidemment, de format informatique. Et on a attribué chacune de ces images satellitaires à la zone GPS à laquelle on avait la prévalence du cancer. Ensuite, dans une troisième étape, on a utilisé ce qu'on appelle des extracteurs deep learning, donc des réseaux neuronaux profonds, pour extraire de ces 700 000 images satellitaires un vecteur mathématique, c'est-à-dire un ensemble de vecteurs mathématiques, de valeurs mathématiques, qui donne une bonne représentation du contenu de l'image, mais une représentation mathématique. Le vecteur avait comme dimension 4096, ça veut dire qu'une image nous donnait 4096 descripteurs mathématiques. Donc on a utilisé pour ça des réseaux neuronaux profonds qui sont assez standards. C'est exactement le même genre de réseau neuronal que maintenant on a tous sur son iPhone, par exemple. Vous savez, quand vous allez sur votre application photo, ça vous suggère des visages de votre famille, etc. Donc c'est exactement le même genre d'architecture, c'est-à-dire des réseaux neuronaux convolutifs. Et on s'en est servi, on a évalué différents réseaux neuronaux, parce qu'il y en a évidemment des centaines, pour utiliser celui qui à la fois ne consommait pas trop de performance informatique et qui était suffisamment bon et qui donnait une bonne idée de ce que l'image représentait. Une fois qu'on avait donc, je répète, les données d'épidémio d'un côté et donc tous ces vecteurs mathématiques de l'autre qu'on avait extraits grâce à l'IA, on a fait un modèle assez simple de régression logistique pénalisée qui s'appelle ElasticNet pour rapprocher et corréler donc ces images entre guillemets, ce qu'il y a dedans, et la prévalence du cancer. Donc ça c'est on va dire le pipeline global de comment ça fonctionne. On prend les images, on prend l'épidémiologie. On extrait des images avec de l'IA, des valeurs mathématiques qui représentent le contenu, et ensuite on fait une corrélation entre les deux pour pouvoir faire des prédictions sur des endroits pour lesquels on n'a pas la prévalence. Alors pour rentrer un tout petit peu dans les détails techniques, ça c'est ce que voient entre guillemets les deux premiers blocs d'un réseau neuronal qui s'appelle ResNet 50. Et en fait, ResNet 50, il y a 50 blocs d'analyse, entre guillemets, d'extraction. Et donc, plus vous passez dans un bloc supérieur, plus vous allez avoir un niveau d'abstraction élevé. Et donc, à la fin, vous aurez un vecteur mathématique pur. Pour vérifier que l'extraction faite par l'IA correspondait à quelque chose pour nous, les humains, on a fait une recherche d'image inversée, c'est-à-dire que j'ai fourni à une IA uniquement les valeurs mathématiques et je lui ai demandé de me trouver toutes les images qui correspondaient à ces valeurs mathématiques-là. Et donc, vous voyez qu'à gauche, c'est l'image initiale que je voulais explorer, et à droite, c'est toutes celles qui m'a retrouvé dans les 700 000 images. Donc, ça marche bien. Le vecteur mathématique est un très, très bon reflet du contenu pour nous qu'on voit en tant qu'humain. Et ça marche sur différents types, puisqu'effectivement, sur des ponts, a priori, normalement, vous n'avez pas de gens qui habitent, mais ça marche sur différents types d'habitations, aussi sur des ports aux États-Unis. Vous savez qu'il y a des gens qui habitent sur leurs bateaux dans des ports, etc., etc. Et une deuxième façon que l'on a, avec laquelle on a vérifié la bonne représentation de ce vecteur mathématique, c'est qu'on a vérifié qu'en utilisant uniquement les vecteurs mathématiques, on arrivait à clusteriser, c'est-à-dire créer des groupes qui semblaient visuellement compatibles. Et donc là, c'est une TSNI, ça s'appelle. Et on a fait ça sur Los Angeles. Et donc, vous voyez que ça nous rassemble bien les images uniquement à partir de leurs vecteurs mathématiques. Donc, tout ça, c'était pour vérifier que ce vecteur qu'on avait extrait avec de l'IA correspondait à quelque chose pour une perception humaine, entre guillemets. Alors, comment ça marche? Quelles sont les performances? Ça marche plutôt bien, mais de façon imparfaite. Par exemple, sur Phoenix, on va être capable de prédire 65% de la variance de la prévalence du cancer. Et donc, c'est un petit peu plus parlant si je vous mets une carte. À gauche, vous avez la prévalence du cancer telle qu'on la connaît véritablement à Los Angeles. Et à droite, vous avez la prévalence du cancer telle qu'on l'a prédite grâce à cette méthode-là. Et donc, vous pouvez voir que même s'il n'y en a pas une correspondance parfaite entre les deux, on voit quand même les zones où il y a plus de cancer et les zones où il y a plutôt moins de cancer. Et donc, un peu comme dans le travail qui avait été publié dans Science, on pourrait se servir de ça pour typiquement aller sur des zones qui sont suspectes d'être des clusters et vérifier sur place si effectivement il y a plus de cancer ou pas. Alors c'est particulièrement difficile à faire pour le cancer ou pour des maladies entre guillemets qui ne sont pas des maladies rares mais qui ne sont pas extrêmement fréquentes parce que le range d'épidémiologie de prévalence, là vous voyez, c'est entre 0% et 12%. Donc plus c'est écrasé, plus c'est difficile à prédire. Évidemment, si vous avez une maladie qui va de 0 à 70%, vous allez beaucoup plus facilement réussir à prédire des choses qui sont plus étalées sur une échelle.
Donc là, je vous ai mis les nuages de points pour les 7 villes. Et donc, vous voyez que plus, évidemment, la droite est en diagonale, meilleur est le modèle. Donc là, vous voyez que les modèles sont imparfaits. On a pas mal d'hypothèses pour les améliorer, mais ils donnent déjà une certaine idée de la prévalence. Alors, on s'est demandé pourquoi est-ce que ça marchait. Et donc là, ça rejoint un peu la présentation de M. Barouki sur l'exposome. En réalité, on pense, après avoir vérifié la corrélation entre toujours ce fameux vecteur mathématique et d'autres déterminants, d'autres facteurs de risque de cancer, qu'il y a une très forte corrélation entre l'endroit où vous habitez, où vous vivez, et vos comportements et vos facteurs de risque sur le cancer, et notamment via les déterminants socio-économiques du cancer qui sont très importants. Si on s'intéresse cette fois-ci à la généralisation de ce genre de modèle-là, est-ce que je peux prendre un modèle fait sur San Diego, par exemple, et l'utiliser sur San Francisco? Probablement que non. Probablement que si vous avez des villes, par exemple, ou alors si vous prenez une ville américaine, vous avez fait un modèle avec la ville américaine et que vous cherchez à évaluer la prévalence sur une ville européenne ou française, probablement que ça ne va pas marcher parce que les architectures, la géométrie des villes, etc., est trop différente entre la France et les États-Unis pour faire une généralisation comme ça. Par contre, ce qu'on a montré, c'est que si vous étiez capable de montrer que 2 villes étaient similaires. Donc ça, on peut le calculer en calculant ce qu'on appelle la similarité cosine. C'est quelque chose qui nous permet de voir la similarité de 2 images ou de 2 ensembles d'images. Et ben, si vous avez une similarité cosine ou aussi une distance euclidienne pas trop grande entre 2 villes, et ben, vous allez pouvoir utiliser un modèle sur une ville où vous connaissez la prévalence, sur une autre ville où vous ne la connaissez pas du tout. Donc, voilà, c'est un peu ce que je vous dis ici. Donc, je pense que ce genre de travail-là mériterait sans doute d'être exploré en France si on a accès typiquement aux données du SNDS qui sont très précises. Alors, les limites de ce travail, c'est que ça ne tient pas compte, on en a parlé un petit peu avant, des personnes qui déménagent, puisque c'est à un instant T, et donc l'instant, il est sur une année complète. Donc, ça, c'est une limite. Et la deuxième limite, c'est que les zones américaines dans lesquelles on a le recensement du cancer, qui s'appellent les census tracts, sont des zones qui sont plutôt hétérogènes, asymétriques. C'est-à-dire que ce pas des carrés, c'est des espèces de zones dessinées, je pense, au 19e siècle, et qui sont assez difficiles, entre guillemets, à rapporter à des images satellitaires pour les homogénéiser. Il y a des travaux qui sont en train de commencer en France, enfin la continuation. Il y a ce groupe Géocancer qui en est déjà à sa deuxième itération, qui va chercher à structurer et renforcer la collaboration pluridisciplinaire. C'est un groupe qui en fait cherche à faire une exploration de toutes les sources de données existantes des facteurs de risque liés à l'exposition, l'exposome et à la géographie, avec l'implication de différentes équipes, notamment de Curie, Pompidou, Université Paris-Cité. D'ailleurs, le laboratoire est ici au centre de recherche des Cordeliers. Et puis, je termine, puisqu'il me reste 2 minutes, sur autre chose dont on n'a pas parlé, il me semble, c'est la toxicité de l'environnement numérique, qui, à mon avis, est sous-explorée et qui est extrêmement significative. Je vous montre 2 exemples qui n'ont pas de rapport avec le cancer, parce que pour le moment, le cancer n'a pas encore été exploré, mais 2 exemples qui sont quand même parlants. Premier exemple, un travail qui est déjà relativement ancien, 2017. On est capable d'évaluer votre risque de dépression à partir des images que vous mettez sur votre compte Instagram. Alors, je ne sais pas si vous avez un compte Instagram, mais peut-être que vos enfants ou vos petits-enfants en ont un. En général, ils en ont beaucoup, ils en ont tous. Et ben, en fait, on peut tout à fait analyser toutes les images que vous mettez volontairement sur votre compte et bien déterminer votre risque de dépression. Donc, on peut faire du profilage déjà, et en fonction de votre réseau Instagram aussi, potentiellement, si vous êtes très exposé à des gens très dépressifs, potentiellement, ça vous expose aussi indirectement. Deuxième publication qui, à mon avis, est largement meilleure que celle que je viens de vous montrer. Publication d'une équipe de psychiatres américaine, publiée dans PNAS, le grand journal de l'Académie nationale de sciences américaine. Cette fois-ci, ils ont pris des patients en psychiatrie et des patients témoins, et ils ont comparé, à partir de leur post Facebook, la capacité à prédire la dépression et les idéations suicidaires, et ça marche aussi assez bien. Et donc, de la même façon, si vous êtes dans un réseau d'amis, entre guillemets, virtuels, particulièrement dépressifs ou suicidaires, potentiellement, je pense que ça aura des répercussions qui, à mon sens, sont relativement mal explorées. Et mon intuition, puisqu'il me reste 40 secondes, c'est que maintenant, on interdit de fumer dans les lieux publics. On sait que le tabac est extrêmement nocif. Je ne suis pas, enfin, je suis même plutôt convaincu que dans quelques années, peut-être quelques décennies, on aura des discussions similaires sur l'exposition à tout ce qu'on peut lire de toxique sur les réseaux sociaux
entre autres. Voilà, je vous remercie et je suis pile dans le temps. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions. Tous beaucoup de questions sur l'IA. Et là, vous nous avez montré qu'il fait plus chaud dans le sud, finalement. Et donc, en fait, il faut effectivement se poser de bonnes questions. Et ce qu'on a entendu cet après-midi, ce sont des gens qui se posent des bonnes questions. Là, vous nous avez bien expliqué qu'on avait des nouveaux outils. Et donc, effectivement, on va avoir des données qui, si les questions ne sont pas bien posées, eh bien, les outils nous donneront des mauvais résultats. Donc, il me semble, enfin, que ce que vous voulez dire, c'est qu'il va y avoir toute une période de transition où, avant qu'on ait les bons data, il faut probablement une adaptation, un temps d'adaptation. Ouais. Alors le but de ce travail-là, évidemment, puisque j'ai souvent la question quand je le présente, ça n'est pas de montrer que c'est formidable, on peut déterminer la prévalence du cancer avec l'IA, etc. Le but, c'était est-ce qu'on peut faire ça avec le minimum de données possible, et gratuitement et rapidement. Évidemment que je pense que si on a accès à des données directement, des déterminants de facteurs de risque du cancer, on n'a pas besoin d'aller prendre des données de chez Google Maps pour faire de l'analyse aussi complexe, entre guillemets. Mais c'était simplement une illustration de ce qui est possible et je pense qu'une façon d'améliorer les performances, par exemple, du modèle, ça sera à la fin peut-être de faire des modèles multi-échelles et hétérogènes, c'est-à-dire prendre par exemple des données satellitaires, mais pas que, intégrer des données épidémiologiques plus classiques. Et là, je pense qu'on aura une puissance largement meilleure. Bertrand Lucas, du Health Data Hub, nous a bien expliqué l'autre jour que quand on analysait des résultats, il fallait intégrer des gens sains. C'est-à-dire que l'effet d'un traitement qu'on entreprend ne se juge pas par rapport à un autre groupe malade, il se juge par rapport à des gens qui sont sains avec leur qualité de vie. On a une question de Jean-Claude Coffinel qui organise chaque année le congrès Chiangi 4.0. Oui, voilà, moi je voudrais répondre à la fois à Hubert et discuter avec vous. Moi je trouve au contraire c'est excessivement intéressant. Alors pas spécialement uniquement pour le plan médical précis, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'on peut avoir, si on veut aller chercher des choses, il y a d'autres moyens. Mais je crois que de rechercher par ces outils des éléments qui peuvent jouer de la coïncidence et qui peuvent d'un seul coup faire sortir des éléments prédictifs qui sont tout à fait inattendus, c'est une méthode un peu heuristique, mais je veux dire, il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser parce qu'il va sortir des choses et peut-être à travers votre étude, d'autres choses, d'autres marqueurs et d'autres éléments qui peuvent avoir, eux, une utilité très importante sur le plan sociologique, etc., etc. Tout à fait. Albert Claude. Oui. Est-ce que vous imaginez qu'avec l'IA aujourd'hui, vous pouvez peut-être nous aider à mieux comprendre pourquoi l'incidence du cancer du sein en France, semble-t-il, est actuellement explosive? Est-ce que vous allez pouvoir imaginer des études qui vont extraire, finalement, à partir de l'exposome et face au génome, comment tout ceci peut combiner quelque chose qui va être prédictif et pour essayer de comprendre et de lutter contre? Ouais, non, il n'y a pas de. Là où il faut être aussi honnête, c'est qu'il n'y a pas de magie avec l'IA, entre guillemets, quoi. Ouais. Et en fait, à moins qu'on ait les bonnes données et qu'on ait les bonnes questions, ça va pas se faire tout seul, entre guillemets. On ne peut pas donner les données et juste dire pourquoi est-ce que ça arrive comme ça. Il y aura, à mon avis, pas mal de choses, d'étapes avant ça. Ouais. Après, avec certains types d'IA, et notamment ce qu'on appelle les modèles fondations, qui sont certains modèles, par exemple, il y a des modèles d'Anapat Fondation qui sont capables de faire du diagnostic tout type de maladie, même cancer rare, etc. Et je pense plutôt aux modèles de fondation de physiopathologie qui n'existent pas encore, mais qui, à mon avis, vont arriver très prochainement. S'il y a une compréhension, pour le coup, artificielle, mais très poussée de la physiopathologie, pour lequel nous, on a une compréhension finalement très parcellaire, hein, objectivement. Là, une fois qu'on aura ce genre de choses-là, et on n'est peut-être pas très loin, hein, quelques années, oui, à ce moment-là, il y aura peut-être des choses intéressantes. Mais d'ici là, je ne suis pas certain qu'on ait des réponses par l'IA. Jean-Claude, deux tours. Hein, Oui, deux oui, non, mais là, parce que voilà, il faudrait parler avec lui toute la soirée, là.
Mais je veux dire, il y a quelque chose qui me semble excessivement intéressant là, dans ce que vous avez donné, parce que ça va un peu à l'encontre de certaines, enfin de certaines données. C'est la vérification de l'algorithme. Mm. Je veux dire, c'est extraordinaire. Là. On voit, on dit, je mets le modèle mathématique, etc., et je ressors l'image ou les 40 images ou les 250 images qui correspondent à la définition de la vectorisation. Enfin, Mm. et on ne connaît pas tout, mais on nous dit, gros problème, vous avez 50 couches de neurones, voilà, c'est une boîte noire, comment est-ce qu'on peut vérifier, comment vous... Bon, c'est un des éléments Mm. très importants de l'Artificial Intelligence Act, en tout cas, pour Ouais. pouvoir utiliser en médecine, Mm. pour la prédiction, l'ensemble de ce deep learning. Donc, apparemment, je veux dire, on a des moyens simples. Si on regarde celui-là, moi, je suis sidéré, je n'ai pas vu, je lis pas mal de choses, n'ai pas vu d'explication d'utiliser directement, je veux dire, la formule mathématique pour retrouver la... Il y a des, Ça me semble, je veux en dire, fait, pour moi, il y c'est a une révélation. Hein. certains softwares d'interprétation automatique de mammographie proposent en fait aux radiologues une réponse un peu binaire, oui, non, il y a quelque chose de suspect, et vous sortent quelques exemples, un peu comme ce que je vous ai montré là, quelques exemples similaires à ceux qui semblent positifs dans la mammographie actuelle, et extraits du dataset d'entraînement de l'IA. Donc c'est en train d'arriver, je pense, mais à mon avis, c'est pas suffisant en termes d'interprétabilité, on appelle ça comme ça, interprétabilité. Ouais, de toute façon, c'est ce qu'on voit, hein. Clairement, il y a les modèles type Parce qu'on est LLM, au c'est des REST centaines de 50, milliards de au couches. RESTNet 50, on est peut-être à 150, 200. Alors, c'est 50 blocs résiduels, donc c'est pas 50 couches. Dans chaque bloc résiduel, il y a plusieurs couches, mais ResNet 50, c'est déjà vraiment la préhistoire des réseaux neuronaux profonds. Maintenant, sur du LLM type ChatGPT, dont on se sert tous les jours, c'est donc des centaines de milliards de couches. Et ça ne fait qu'exploser. C'est pour ça que ça coûte très cher en termes d'énergie et en termes de processeurs. Oui. Dans le cadre de la journée d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'environnement, est-ce que l'environnement peut expliquer qu'on a des cancers de plus en plus jeunes? Alors, si on prend l'histoire du cancer du sein, il y a, enfin, parmi les causes du cancer du sein, il n'y a pas que des causes environnementales. Une des grandes causes sont les causes hormonales. Et ce qui protégeait les femmes avant, c'est qu'elles faisaient des grossesses précoces. Et on sait que la grossesse précoce diminue beaucoup le risque de cancer du sein, qu'elles faisaient plus d'enfants que maintenant. Il y a une baisse importante de la natalité et qu'elles allaitaient leurs gamins. Donc, ce côté hormonal explique en partie les changements au niveau de l'âge. Par exemple, l'incidence hormonale, elle paraît assez loin et pourtant, ça se touche des sujets jeunes de plus en plus fréquemment. Le pancréas aussi. Oui, donc est-ce que l'environnement peut peut-être expliquer ça ou pas? Je pense que c'est multifactoriel en tous les cas. Il y a un très très bon article qui est de la vulgarisation, mais qui est dans le Time, qui est sur Internet, qui fait le point justement sur toutes les hypothèses étayées, avec des interviews de scientifiques qui travaillent là-dessus. Et de ce qui sort pour les cancers digestifs, effectivement, qui sont en train d'exploser, c'est presque plus 400% pour le pancréas, par exemple. Ça serait potentiellement multifactoriel, mais parmi lesquels, notamment les microplastiques, auxquels personne n'échappe, puisque dans toute l'eau que l'on boit, y compris au robinet ou minéral, c'est bourré de microplastiques. Et ils expliquent que ça pourrait notamment augmenter l'inflammation des parois digestives. Et donc, qui dit inflammation dit tumorigénèse. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'il y a une vraie nécessité de poursuivre ces recherches et de développer ces recherches et de façon multidisciplinaire pour répondre à cette question entre le lien des expositions et l'incidence pancréas, sein et côlon, l'alimentation aussi, qui peut être une source de contamination importante. Je crois qu'il y a encore une question. Oui, est-ce qu'on peut imaginer, après tous ces exposés passionnants, que l'exposome pourrait faire partie du carnet de santé patient de façon à cibler les campagnes de dépistage, à les affiner
et avoir une plus grande efficacité. Non, mais voilà, j'ai le micro, je réponds. Je vais poser des questions. Oui, absolument. Ça fait partie des recommandations de l'Académie de médecine, ce que nous a dit Robert Barocchi tout à l'heure. Mais très clairement, et on a un continuum sur le cancer qui est en train de se construire. Et on a effectivement, entre les approches systémiques, donc plutôt dans l'ordre des politiques publiques, des approches populationnelles avec des messages, éviter de fumer, etc. On a aujourd'hui un défaut de connexion dans tout ça et d'identifier là-dedans des gens qui ont des risques élevés et qui sont souvent ceux qui sont peut-être le moins touchés par les campagnes populationnelles qu'on peut avoir. On est co-investigateur d'un programme avec Gustave Roussy, le programme Interception, qui vise à repérer des personnes à haut risque de cancer. Pour le moment, davantage par des facteurs de risque comportementaux, mais on a de plus en plus de marqueurs et de profils génomiques qui apparaissent, qui permettent d'identifier des risques plus élevés. On participe à un grand programme européen justement d'investiguer, valider et d'implémenter les dépistages sur les populations à risque. Et donc, qu'est-ce qu'on propose à ces populations? Et ça soulève évidemment la question du recueil systématique d'un certain nombre de facteurs, que ce soit au niveau des comportements individuels, mais aussi de l'histoire résidentielle, de l'histoire professionnelle. Je fais partie d'un groupe d'experts à Santé publique France sur un programme qui s'appelle SICA Pro, de pouvoir connecter les données de caisse de retraite avec les registres de cancer, donc de faire cette connectivité pour pouvoir faire des investigations. Aujourd'hui, on a les registres de cancer, mais pour y faire des recherches, ça reste quand même assez macro. Il y a eu des recommandations du Haut Conseil de santé publique de permettre la connectivité de ces données avec les données environnementales. J'avais une question à Jean-Emmanuel Bibaud et peut-être une remarque à votre question sur la question des cancers les plus jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, de ce qu'on a entendu aujourd'hui, ne permet pas de répondre directement à cette question-là. Ça pourrait, une question, une suggestion d'une session, de se pencher là-dessus, puisque c'est une vraie interrogation. Cette évolution probablement multifactorielle, on oublie on a dans ces générations qui sont maintenant des jeunes adultes où on voit l'augmentation du risque de cancer, ceux qui étaient touchés à l'enfance, voire in utero, voire déjà leurs parents, par des problématiques d'obésité, ce qu'on a beaucoup moins, ça progressait très vite. Notre génération, la majorité qui sont autour de la table, on n'avait pas cette problématique de l'obésité quand on était enfant. Il n'y avait pas encore autant de pesticides dans les années 60, ou certains d'entre vous sont nés dans les années 50. On n'avait pas ces problématiques-là d'exposition dans l'enfance. Et donc, ce qu'on comprend dans les mécanismes, ça peut rendre effectivement certains organes plus vulnérables pour à des expositions tout au long de la vie et qui explique que les cancers peuvent apparaître plus tôt dans la vie. Il ne faut pas oublier néanmoins qu'on a aussi cette épidémie de surpoids, d'obésité et la courbe du cancer du pancréas, de l'évolution de l'incidence, strictement parallèle à l'évolution en France de l'obésité morbide. Pas du surpoids, mais de l'obésité morbide, ces deux courbes parallèles. Et idem avec l'évolution du tabagisme chez les femmes, puisque l'incidence augmente plus rapidement chez les femmes. Mais ça n'explique pas tout. La présentation, je trouvais votre présentation passionnante. Sur les deux versions d'ailleurs, sur la version de l'IA, ce serait intéressant d'échanger,
puisqu'on a un outil de lecture d'images, mais plus sous d'images aériennes pour pouvoir reconstruire quelques expositions avant 90 où on n'a pas toutes ces bases de données. Mais là, j'avais une question sur cette question de l'impact du numérique sur les pathologies. Et c'est effectivement, c'est assez intéressant ce que vous avez présenté. Je n'ai pas vu des études sur les cancers. Non. On peut imaginer que on dit aux gens d'éviter de s'exposer trop au soleil. Peut-être on a un autre problème avec les gîtes qui sont toute la journée sur l'ordinateur, qui ne sont pas suffisamment exposés au soleil et donc un manque de vitamine D, point d'interrogation. Et ma question, c'était à vous. Si demain, vous devez faire une étude plus proche du cancer et sur des choses moins psychologiques, mais plus, je dirais, organes, qu'est-ce que vous, de votre expérience, vous allez étudier Par rapport au numérique en par général? rapport au numérique et l'impact sur les maladies? Comme ça, c'est pas évident parce que je suis pas certain qu'on ait mis vraiment en évidence de lien entre ce que le numérique peut induire comme risque de santé et le cancer. C'est plus quand même du ressort de la santé mentale que de cancer. Donc, j'ai pas de réponse actuellement là. D'accord. Sauf sur des modifications indirectes de comportement, d'alimentation, autre chose comme ça. Alimentation, obésité, L'exposition ouais. à des publicités, à des aliments, machin, mais c'est un peu indirect. Ouais. Mais, ouais. Bien. Passionnant, En ouais. tous les cas, merci beaucoup à tous pour cette très belle session. Et la session est suspendue.